Bienvenue dans cette vidéo engagée où nous allons explorer un sujet crucial, la néocolonisation en Afrique. Alors que l'histoire coloniale semble appartenir au passé, de nouvelles formes d'exploitation et de contrôle persistent, influençant le destin de nombreux pays africains. Aujourd'hui, nous plongerons dans les mécanismes insidieux de la néocolonisation et les conséquences profondes qu'elle engendre sur la communauté noire en Afrique. La néocolonisation se cache souvent derrière des accords économiques, des intérêts géopolitiques et des stratégies d'influence. Les ressources naturelles abondantes de l'Afrique attirent l'attention des puissances mondiales, créant un terreau fertile pour l'exploitation et l'asservissement économique. Dans cette vidéo, nous décortiquerons ces stratégies néocoloniales et mettrons en lumière les conséquences dévastatrices sur les populations africaines. Autour de la table pour ce débat, ça sera Hachetsout et le président africain du monde, Thibaut Obou. Je te laisse regarder la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Panafricain. Je suis encore de nouveau hyper heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et cet épisode va être consacré à l'Afrique. Au secours, l'Afrique est manipulée. Autour de la table, j'ai Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très bien, merci Thomas. En pleine forme. Merci beaucoup à toi. Et juste à côté de moi, l'invité mystère, elle est là, c'est Hachetsout. Comment tu vas, Hachetsout? Alors, merci Thomas de m'inviter en proximité. Et puis merci Thibaut, président d'Africain du monde. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Ok, donc vous avez vu le sujet. On va parler que l'Afrique est manipulée. Mais qu'est-ce qu'on entend par manipuler? Il faudrait revenir sur... on a fait des vidéos sur la colonisation, sur la décolonisation. Donc normalement, l'Afrique est indépendante, l'Afrique est libre. C'est le sujet de nos playlists. On veut voir l'Afrique qui grandit, on veut voir l'Afrique qui prospère. Mais ce n'est toujours pas le cas. On parle aujourd'hui la néocolonisation. Qu'est-ce que c'est pour vous la néocolonisation? Comment pourriez-vous le définir pour nos abonnés tout simplement? Merci Thomas, merci Hachetsout. Merci pour le travail que tu abats tous les jours, pour ta force et surtout pour ton imagination débordante qui nous fait plaisir. J'essaie. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous l'équipe. Merci à vous tous et toutes. Donc d'abord la manipulation, pourquoi l'Afrique est manipulée, et puis derrière c'est la même chose, la néocolonisation. La manipulation en fait, elle part du fait que les Africains sont très riches. Ils sont riches financièrement, riches en termes de démographie, riches en termes de sous-sol et riches en termes de vie. C'est-à-dire la vie, c'est la population. C'est-à-dire quand il n'y a pas de population quelque part, c'est la mort pratiquement. Et donc, il n'y a plus de vie. C'est le contraire. Et donc, la manipulation, c'est de faire croire aux Africains qu'ils n'ont pas tout ça, qu'ils n'existent pas, et que par conséquent, ils n'ont pas à être là où ils sont. C'est dans cette manipulation que nous nous trouvons sur les 5 continents, je présume. Sur les 5 continents, on a la même manipulation. Pour l'Afrique, c'est encore vraiment criarde parce que là, on a les armées qui sont sur place, c'est-à-dire l'armée française est sur place, l'armée américaine est sur place, l'anglaise aussi est sur place. Il y a aussi, à travers l'ONU, on a les Canadiens qui s'y mêlent, les Norvégiens aussi, des pays qui sont censés être un peu plus calmes, plus cool, mais qui sont aussi en Afrique avec la baïonnette sous la tête des Africains. Donc, cette néocolonisation, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les pays européens comme la France sont dans des difficultés financières graves. Économiquement, ils sont très graves. Hier ou avant-hier, il y a eu des échanges pour que la notation de la France, c'est-à-dire l'appréciation économique de la France par des boîtes de notation, ils avaient à négocier. Pourquoi j'ai dit négocier? Parce que ça ne reflétait pas réellement l'économie française et l'économie européenne. Non, on la maintenait politiquement pour ne pas qu'il y ait la crise s'aggrave. Donc là, on a deux boîtes de notation. On a Fitch et je crois que c'est Moody's qui, en négociant avec eux, avec le ministère de l'économie, ils ont réussi à maintenir 2A. L'autre a dégradé la note de la France. Mais en réalité, ces deux notes doivent être complètement dégradées puisque la dette de la France aujourd'hui avoisine les 3 000 milliards. Vous imaginez? C'est-à-dire que
la France à elle seule, elle est plus endettée que tous les pays africains réunis. Donc, logiquement, économiquement, ils sont très, très loin. Donc, la néocolonisation permet donc de maintenir les richesses africaines dans le portefeuille français. Je m'explique. Quand les Ivoiriens vendent à 100 € le cacao, avant 70, les 100 € venaient directement dans les comptes d'opération françaises. Les 100 €, rien ne restait en Afrique. Et donc là, récemment, depuis 4 ans... Ils ont signé des contrats, enfin, économiquement, en fait, c'est toutes les erreurs du passé qu'on est en train de payer encore aujourd'hui, en fait. Ils sont en train de payer aujourd'hui, c'est ça? Oui, parce qu'il y a des accords. Il y a eu des accords, il y a eu des accords avant l'indépendance. Comme on en a parlé la fois dernière, Houphouët-Boigny ne voulait pas du tout d'indépendance. Donc, il a été un peu conduit, comme je disais, l'amoureuse qui est un peu conduite par son chéri, qui dit, bah oui, je t'aime bien, mais bon, on va pas se marier tout de suite. Donc, Houphouët ne voulait pas de l'indépendance. Donc, ils ont signé avec le général de Gaulle et son équipe, ils ont signé des accords avant l'indépendance qui transfèrent pratiquement toutes les richesses dans les pays qui les colonisaient, notamment tout ce qui est richesses pétrolières, richesses minières et tout ça, qui sont exploitées directement par les entreprises françaises ou américaines. Il n'y a même pas de contrepartie, parce que souvent, pour faire bien, on dit en contrepartie, il y a des taxes et tout ça. Mais ça ne veut rien dire. Que représente une taxe qui n'est pas dans la caisse de l'État? Ça ne sert à rien, puisque la taxe, elle est censée, en fait, répondre socialement et puis économiquement aux besoins de la population, c'est-à-dire faire des hôpitaux, créer des écoles, des infrastructures, faire en sorte que les personnes qui sont en difficulté puissent être aidées. Donc, ça sert à ça, tout ça. Mais il n'y a rien de tout ça de l'autre côté. Donc, il n'y a rien. Donc, depuis 93, on a commencé à discuter pour dire, mais tiens, au lieu d'avoir 100%, on va vous laisser quelque chose. Donc, c'est-à-dire que nous mettons, on prend 65%, et vous prenez le reste, 35%. Mais sur les 35%, avec tous les tasses qui partent, rien ne reste. Donc, la néocolonisation, c'est de dépouiller les pays qui étaient sous occupation et colonisés par la nouvelle technique de transfert des richesses sans la force visuelle, c'est-à-dire que sans qu'on ne voit les armes, sans qu'on ne voit les transactions. C'est ça la néocolonisation. J'en parlais avec Daniel, parce que Daniel aussi était avec moi aujourd'hui, et on disait en fait que cette colonisation est plus pernicieuse. Elle est moins visible à l'œil nu, mais elle est toujours aussi vicieuse en fait dans les sous-sols. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est plus subtil maintenant, cette colonisation. Oui, non seulement elle est pernicieuse, mais l'ancienne subsiste. C'est-à-dire que la colonisation reste. C'est-à-dire que, bon, là, on dit la néocolonisation parce que c'est un peu, c'est du langage. Parce qu'à partir du moment où vous avez des armées étrangères sur votre territoire, c'est que vous êtes colonisé. Ça, c'est un fait. Quand vous n'avez pas votre propre monnaie, vous êtes colonisé. Quand votre ciel n'est pas sécurisé par vous, c'est-à-dire que n'importe quel avion étranger peut venir tirer sur le territoire, vous êtes colonisé. Quand vous ne pouvez pas financer vos élections, vous êtes colonisé. Quand vos populations ne peuvent pas se déplacer, aller et venir, vous êtes colonisé. Quand vous ne maîtrisez pas vos mers, tout ce qui se trouve dans vos mers, que ce soit les richesses halieutiques ou des richesses minières, vous êtes colonisé. Mais avec l'ONU et avec les arrangements successifs, on a réussi à trouver un système de langage qui fasse en sorte que les habitants des pays colonisés puissent accepter la nouvelle colonisation. Et j'ai dit, mais tiens, on est en 2023, on ne peut pas vivre comme avant. Mais la réalité, c'est qu'on vit comme avant. Par exemple, on a tous les départements, Mayotte et tout ça, ce sont des colonies en fait. Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, tout ça, ce sont des colonies. Mais on a juste juridiquement requalifié la colonie en département. Donc, on est dans un langage, de, on va dire, d'arnaque quelque part, un langage de, on va dire, des gens qui jouent un peu aux comédiens et plus loin à la magie. C'est-à-dire endormir la population, faut prendre toutes les richesses et le jour où la population se réveille,
mais il faut tirer sur eux. C'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a vu en Libye, c'est ce qu'on voit en ce moment dans la guerre d'Ukraine, et c'est ce qu'on voit aussi dans les pays de l'Est. Je vais poser la même question pour Hachensout, si tu pouvais, déjà Thibaut l'a vraiment bien expliqué, mais apporter encore plus de ton style à toi, Hachensout, pour toi, comment tu pourrais définir la néocolonisation? Merci pour la question, et puis merci donc Thibaut d'avoir mis en place effectivement le cadre du débat qui nous anime et qui va nous occuper là aujourd'hui. Je définirais donc brièvement que le néocolonialisme, excusez-moi, c'est d'abord un système qui s'appuie sur des structures sociales, des structures économiques, des structures politiques qui tendent toutes à spolier, à dénaturer les aspirations des populations en des considérations tribales. Alors c'est bien ce qui est bien sûr mis en évidence lorsque l'on entend les discours donc des occidentaux et des représentants donc des grandes organisations internationales. Alors des considérations tribales, belliqueuses, qui sont en quelque sorte inefficaces au regard donc du village monde. C'est-à-dire que le monde est désormais partagé en deux dans le néocolonialisme. Et je vous rappelle donc un ouvrage Lévi-Strauss, Triste Tropique, dans lequel effectivement il désigne les sociétés à l'agonie. Et effectivement, ce sont des sociétés qui ont complètement été aspirées, vampirisées, transformées donc pour des considérations qui ne sont pas les leurs. Alors, les populations donc des sociétés qui étaient des sociétés antiques et magnifiques donc du continent tendent plus ou moins à devenir donc des sociétés périphériques qui doivent faire face à des difficultés et notamment des difficultés et trouver des outils pour sortir de l'objectif d'être justement des sociétés à l'agonie. Alors, pour moi, tout ce qui est mis en place justement pour maintenir ces sociétés donc vers une mort lente le sont, comme vient de le dire Thibaut, parce qu'il y a donc des institutions qui ont vocation justement à spolier en laissant le minimum vital aux populations sans réellement avoir pour finalité la richesse des populations. Donc pour moi, c'est ça le néocolonialisme. Ce sont des intérêts qui ne sont pas orientés vers la population, mais orientés vers des populations autres qui sont considérées comme des peuples. Merci déjà pour ces deux belles interventions. On va poursuivre le débat. Donc, on parle d'Afrique manipulée, mais il y a eu des présidents au pouvoir, mais ça n'a jamais été une histoire tranquille. Il y a eu des présidents qui se sont fait défaire, d'autres qui se sont fait chasser du pouvoir. On se rappelle le cas Gbagbo, qui a été poussé à la sortie. Toi, Thibaut, qui est de la Côte d'Ivoire, tu t'en souviens. On se rappelle aussi des présidents qui ont été assassinés. Lumumba, Sankara, beaucoup dans les mêmes années, là, 60, 70, 50, ces années très, très dures pour l'Afrique. Est-ce pour vous une problématique africaine, tous ces chamboulements dans la gouvernance? Comment ça se fait il est rare de trouver une véritable stabilité au niveau de la gouvernance africaine? Est-ce que c'est véritablement une spécificité africaine? Thibaut et ensuite Hachensout. Non, mais disons que c'est pas une spécificité africaine, mais c'est, on va dire, c'est la marque des pays dont la population est majoritairement blanche. Je m'explique. C'est-à-dire que, oui, je m'explique je vais prendre deux continents pour qu'on comprenne bien la chose. C'est-à-dire, par exemple, en Europe, c'est une histoire qui doit maintenant sortir des tiroirs. Pendant longtemps, tous les rois européens étaient des Africains à 100%. Je dis bien 100%. Que ce soit Titus, Septime Sévère, jusqu'à la Renaissance. La Renaissance, c'est 1400, 15e siècle. Vous imaginez, c'est là où démarre aussi en même temps l'esclavage et tout ça. On a donc jusqu'à là, vous avez que des Noirs qui dirigeaient dans un pays européen, donc qui était leur pays. Les Blancs qui arrivent tardivement en Europe, ils n'avaient pas la culture, ils n'avaient pas le pouvoir et ils n'avaient rien de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en Europe, il y a eu des coups d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ceux qui n'étaient pas proches du pouvoir ont réussi à renverser tous les royautés et à s'installer à la place de ces rois en devenant les nouveaux rois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place des régimes, des lois, et ils font tout pour extraire de la population tout ce qui est noir. Et ça, ce sont des réalités, ça. C'est-à-dire, par exemple, on revient maintenant au XVIIIe siècle, en 1677, Louis XIV, il crée la police des Noirs. C'est-à-dire qu'il donne l'ordre en France que si on trouve un Noir en France, il faut le ramener dans les ports et le ramener dans les colonies, mais pas de Noirs en France. En 1933, c'est juste à côté, hein, la même police des Noirs a été chargée de faire en sorte que les Noirs ne puissent pas se réunir. Et après, ces lois, on a eu les lois sur l'immigration. Et c'est une suite, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que ces Noirs se sentent étrangers et très loin du système. Donc, une fois qu'ils sont très loin du système, on peut gérer tranquillement l'affaire. L'affaire étant que les usurpateurs sont devenus les maîtres et ils font des lois qui n'ont rien à voir avec le système ancien. Je prends maintenant le cas de l'Amérique, du nord au sud, en passant par l'Amérique centrale. Pendant longtemps, tous ces royaumes Olmec, Maya, Anka et tout ça, c'était des Africains 100% ni rien. Les Européens, ils arrivent, mais tardivement, hein, pratiquement au XVIIe, XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent tout le monde, sans exception. Et ils prennent les grands moyens, des canons, tout. Ils tuent pratiquement tout le monde. Et on fait venir de l'Europe des populations malfrats que les Européens ne voulaient pas pour se faire racheter. Ils vont en Amérique pour se reconstruire. Donc, l'ordre étant de tuer et de prendre les terres pour en faire des ranches et pour en faire, on va dire, tout ce qu'ils veulent pour avoir de la richesse. Donc, ils créent des lois et entre-temps, de l'autre côté, à l'Afrique, ils ferment et ils mettent des nouvelles, on va dire, une nouvelle histoire, une nouvelle communication. On crée de nouvelles populations, comme les Indiens, par exemple. On dit, ouais, l'Amérique était habitée par les Indiens et ça marche très bien puisque c'est ce que... Pourquoi c'est une fausse histoire? L'Amérique n'a pas été habitée par les Indiens? L'Amérique n'a jamais été habitée par les Indiens pour une raison simple. L'être humain, il est né en Afrique. Et entre le Brésil et la Côte d'Ivoire, c'est 3700 km. Ça veut dire que on peut quitter la Côte d'Ivoire et aller au Brésil en pirogue. Donc, les deux populations se rejoignent. Les deux climats sont pareils. On va dire, les cultures agricoles sont exactement les mêmes. C'est les mêmes populations, des deux côtés. Donc, d'où sortiraient les Indiens? Je rappelle que le frère Kalala, malheureusement, qui est parti, dans cette dernière déclaration, il a eu le courage d'en parler. Il a eu le courage d'en parler puisqu'on a des fouilles qui le démontrent. C'est-à-dire que on a tout pour le démontrer. On a les pyramides hein, qui sont pas loin, qui sont au Mexique et tout ça. On a eux-mêmes ils se sont sculptés dans des pierres colossales qui font 5 mètres de haut, 2,50 m de large. Vous avez la tête des Africains d'aujourd'hui. Donc d'où sortent ces Indiens? La chance qu'on a eue, c'est que l'Européen fait toujours la même chose là où il va coloniser. Ça veut dire que à La Réunion, par exemple, ou à l'île Maurice, ils ont fait les mêmes pratiques, mais là, ils ont embarqué des femmes européennes qui étaient dans les asiles de folles qu'on a amenées de l'autre côté à La Réunion et à l'île Maurice pour les coupler avec les Noirs qui étaient sur place. Et de l'autre côté, on a pris quelques femmes noires sur place pour les coupler avec les Européens qui venaient, parce qu'ils ne venaient pas avec les femmes de l'autre côté. C'est des Donc, on histoires, a créé une population de métis. Cette population de métis, on lui donne un nom et on fait en sorte qu'elle ne soit pas éduquée. À force, eux-mêmes vont se revendiquer en tant que tels. Et on a une population qui est toute faite. Mais quand on fouille, on voit bien que ça ne marche pas. C'est très fragile, c'est pas possible. Okay. Donc, voilà un peu comment on essaie de changer une population, changer un système politique pour remettre en place un nouveau système politique pour pouvoir prendre des richesses, changer la population et être tranquille. C'est la meilleure façon d'être tranquille, c'est ça. Donc, ce n'est pas un système typiquement africain, c'est un système qui pérennise l'exploitation et le transfert des richesses vers une nouvelle population. Maintenant, je reste toujours
aux États-Unis, on a une population qui, en Oklahoma, on a des Noirs africains qui se sont dit, bon, écoutez, nous, on va pas faire de la revendication, on va être dans l'excellence. On va construire nos hôpitaux, on va construire nos commerces, on va construire nos cabinets de toutes sortes, hein, cabinets d'avocats, cabinets de médecine et tout ça. On va être excellents. Ils ont réussi à être excellents aux États-Unis, en Oklahoma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État américain a pris des avions de chasse, des militaires pour aller détruire une ville. Tu parles pas de Tulsa plutôt? Tulsa? Oui, mais c'est Tulsa, c'est ouais. ça. C'est Tulsa, c'est ce qu'on appelait le Wall Street. Oui, voilà. Black Wall Street. C'est Tulsa, donc c'est en Oklahoma, en fait. C'est la vraie, on va dire, le département. Tu vois? Donc, du coup, on se rend bien compte que même récemment, on a encore la preuve des exactions qui se sont commises un peu plus longtemps. Et là, aujourd'hui, vous n'avez plus rien de tout ça. Il y a 2 personnes qui sont des survivants de ce grand massacre. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas des trucs typiquement africains, mais c'est une façon d'asseoir un nouveau système et d'extraire des richesses pour les envoyer ailleurs. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent, on va dire, les locodères. Je vais donner la parole à Hatshepsut. Merci pour ton avis. Ta façon de voir le monde. Pareil pour Hatshepsut, même question. Est-ce que tu es d'accord avec Thibaut ou est-ce que tu as ta philosophie et cette problématique africaine, tous ces chamboulements dans la gouvernance qu'on a pu voir avec les présidents, etc. C'est devenu une spécificité des pays colonisés. C'est-à-dire que le principe même de la colonisation, c'est justement de créer un chamboulement qui soit une instabilité qui ne permette pas, comme je l'ai dit, l'émergence effectivement d'un peuple en tant que tel. C'est une notion assez importante donc de le savoir parce que ça perdure depuis très longtemps. Il y a donc des sociétés des pays froids, donc en l'occurrence occidentales, qui font face et ont fait face à des vicissitudes historiques. Pour exemple, on a la destitution donc des rois, du roi, et l'instauration des premières républiques, etc. Et on arrive donc à la deuxième constitution. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la démocratie n'est pas une donnée acquise au Moyen-Âge. Hein, c'était pas possible à cette époque-là. Et c'est un long processus, mais parallèlement à ça, il y a donc des conquêtes des territoires du continent au profit, donc justement, des pays royaumes. Alors, si la démocratie, de fait, même à l'époque grecque, gréco-romaine, etc., on n'arrête pas d'en parler. Pour rappel, la démocratie, ça vient du mot démos, hein, c'était juste un petit village, hein, c'était une petite unité villageoise où les gens se connaissaient, pouvaient décider pour eux-mêmes de leur sort, de leur avenir, etc. On l'a repris effectivement pour montrer que effectivement c'était quelque chose qui était au plus près donc de la population, mais le terme démocratie a vraiment pris de l'ampleur au niveau politique au fur et à mesure donc des difficultés auxquelles ces pays royaumes faisaient face avec les velléités donc des serfs, des sans patrimoine. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les régimes administratifs qui sont imposés donc dans les pays dominés jusqu'aux indépendants, ce sont des régimes sont fondés sur ce qu'on appellerait donc des régimes d'exception qui sont mis en place, notamment par le biais donc du code de l'indigénat. Il y a du point de vue politique une sorte de système perverti dès le départ. Et les indépendances n'ont fait que acerber cette contradiction-là. Pour toi, c'est des systèmes politiques qui ne sont pas adaptés pour la spécificité africaine. Non, puisque l'une des bases, effectivement, de la colonisation, c'est de ne pas mettre en avant les intérêts spécifiques d'un peuple si on reconnaît effectivement qu'il existe un peuple. Ce qui importe,
c'est effectivement de mettre en avant les intérêts donc d'un groupe particulier, éventuellement donc de manière beaucoup plus large de faire une distribution des bénéfices au niveau de la population. On le voit bien que les acquis pour ce qu'on appellerait donc une classe dans la société occidentale fait que ça s'est adossé sur le fait même que les pays occidentaux ont pu générer donc énormément de richesses. Et ça, contrairement donc aux pays dominés, on ne voit pas ça surgir, puisque ce qui est mis en évidence, c'est justement de les spolier de leur richesse. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'on en est là encore aujourd'hui? Ton avis, donc pour toi, est-ce que ces chamboulements sur la gouvernance, c'est peut-être dû alors au passé, comme tu dis, aux cicatrices du passé, ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, si tu pouvais simplifier. Oui, on pourrait dire qu'il y a donc des cicatrices que j'appellerais donc plutôt des contradictions, les contradictions qui n'ont pas été réellement travaillées par les différentes corporations politiques, les différents intellectuels, et on se retrouve donc aujourd'hui avec une difficulté donc de pouvoir les dépasser. Une des choses que je voudrais noter donc par rapport à ce qui est dit, c'est que le néocolonialisme, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, c'est un système fondé sur des structures qui sont très erratiques, très implantées, très enquistées dans la société, justement. Je rappelle que Lévi-Strauss, effectivement tout à l'heure quand je le disais, lorsqu'il pose le triste tropique et parle donc des sociétés à l'agonie, c'est parce que justement il y a un processus à l'œuvre qui fait que les populations sont là comme une chair, comme ils payent de leur sang pour pouvoir donner à manger, pour pouvoir donner au centre que représentent ces sociétés, ces pays qui sont devenus des démocraties en l'occurrence, le style de vie qu'ils ont aujourd'hui. Alors, le néocolonialisme, en quelque sorte, ne peut pas se départir fondamentalement de cette identité de maintenir en place des structures qui empêchent l'émergence d'un peuple qui a des aspirations bien particulières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les aspirations donc des populations sont renvoyées à ce qu'on pourrait appeler des considérations tribales, des considérations qui sont négativées en quelque sorte. On va terminer le podcast avec la dernière question, et on peut pas passer à côté parce que ça découle de l'actualité, et on parlait à l'instant des présidents, de tous les chamboulements. Le Sénégal. C'est l'entracte. Merci à toi de regarder la vidéo. Pense à t'abonner et nous aider à atteindre les 2000 abonnés. C'est notre objectif. Et laisse-nous aussi un like. Ça sera la preuve que tu soutiens notre travail. On a appris que Ousmane Sonko, le candidat à la présidentielle qui est adversaire à Macky Sall, allait prendre 2 ans de prison ferme. Et forcément, ça a créé des vagues d'indignation et de manifestations, notamment dans la jeunesse sénégalaise. Je voulais avoir vos avis tout simplement sur le cas de Macky Sall et de Ousmane Sonko au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va terminer ce podcast sur ça. En fait, peut-être l'Afrique est-elle son propre ennemi? Je me faisais cette réflexion. Peut-être qu'elle n'est pas si manipulée que ça. Peut-être que c'est elle-même son propre ennemi. La situation sénégalaise répond vraiment à la première question de la néocolonisation. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans un système néocolonial, on estime que les institutions n'existent pas, les lois n'existent pas, la justice n'existe pas. C'est-à-dire que on peut se réveiller du jour au lendemain, se retrouver en prison sur un fait qui n'a aucune réalité, qui a aucun fondement juridique, et on prend et on colle et tu vas en prison. C'est-à-dire que c'est des pays qui ne sont pas adossés, on va dire, à des sécurités juridiques, économiques. C'est ce qu'on voit au Sénégal. Et c'est pas simplement le cas du Sénégal, c'est aussi le cas de la Côte d'Ivoire, où récemment on a eu des présidents qui, selon leur propre constitution, il fallait faire que 2 mandats. On s'est rendu compte que à chaque fois
que arrive le terme du mandat, le président change la constitution et il trouve des prétextes et il se représente souvent sous des prétextes que bon, les 2 premiers mandats ne faisaient pas partie de la nouvelle loi et que maintenant avec la nouvelle loi on peut repartir à nouveau. Ça croit que bon, de l'autre côté on n'a plus la colonne vertébrale comme dit notre cher frère Kalala Mutunde, mais la colonne vertébrale elle est pour tout. Donc c'est vraiment la néocolonisation, c'est-à-dire que on peut vous regarder et faire en sorte que vous acceptez quelque chose qu'on ne peut pas accepter ailleurs dans d'autres pays. Vous savez, en France a connu plusieurs institutions, plusieurs constitutions, plusieurs présidents, mais à chaque fois, on se réfère toujours à la Constitution pour mettre des garde-fous, pour ne pas faire n'importe quoi. Là, on a le cas Macron. Macron, il est conscient de lui-même qu'il ne pourra pas se représenter. Donc, ça ne lui vient même pas à la tête de pouvoir influencer un groupe, son propre groupe de députés ou son propre groupe politique pour éventuellement mettre en place une loi pour qu'il puisse se représenter. Dans le cas sénégalais, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire que Macky Sall arrive à la fin de ses mandats, donc il essaie de tripatouiller, donc il essaie de modifier la loi pour pouvoir se représenter. Et ça ne passe pas, puisque Ousmane Sonko, qui est opposant, pendant longtemps, il a dénoncé cette pratique qui est faite en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le président qui est là-bas, il s'est représenté plusieurs fois en niant pratiquement ses propres lois. Donc, la meilleure façon... Et il n'y a pas que lui, hein, parce qu'il y en a beaucoup ici en Afrique, hein, des présidents qui sont élus depuis des années. Par exemple, le cas du Cameroun avec Paul Biya aussi, ça fait des années aussi qu'il est à la présidence. Il y avait Robert Mugabe aussi qui a été pendant des années président au Zimbabwe. Oui, mais sauf que dans le cas de Mugabe, par exemple, tout a été toujours régulier dans le cas de Mugabe. Il a respecté sa propre constitution, il a respecté les règles, il a respecté l'opposition avant et après. Dans le cas ivoirien, la constitution n'est pas respectée. Rien n'est respecté. Dans le cas congolais aussi, de Sassou Nguesso, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le cas des pays africains qui sont mis sous la coupe réglée dans la nouvelle colonisation avec la France, c'est-à-dire que les officines de pensée mettent en place les constitutions, mettent en place les pratiques, la soutiennent par le franc CFA, et ils font en sorte que on puisse mettre ça en place en maîtrisant les médias. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé quelque chose, on met en contribution les médias, RFI par exemple. L'autre côté aussi, on a une radio anglaise, BBC Afrique, et les propres radios, ils portent les noms du pays, mais ils n'ont rien à voir avec le pays, qu'ils essaient d'influencer au maximum la population pour faire passer l'impassable. C'est ce qu'on observe ici au Sénégal. Mais dans le cas du Sénégal, c'est un peu différent puisque la population n'accepte pas. Pourquoi? Il y a 2 éléments. La population n'accepte pas parce qu'au Sénégal, on a une population qui est consciente parce que le niveau d'éducation est très élevé et le niveau de revendication aussi est très élevé. Même si, au-delà de ce niveau d'éducation, toutes ces revendications, la plupart du temps, ne vont pas dans l'intérêt de la population. Ce que j'appelle l'intérêt de la population, ça veut dire par exemple que toutes les grandes entreprises qui se trouvent au Sénégal, la majorité, ce sont les entreprises qui sont étrangères, françaises, américaines et tout ça, malgré leur niveau de conscience et tout ça, mais le niveau de conscience ne va pas dans leurs propres intérêts. Là, on a en face des jeunes qui mettent leur vie en danger pour traverser la Méditerranée, pour aller à l'extérieur, pour trouver, selon eux, un mieux vivre. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas ce mieux vivre au Sénégal et qu'ils arrivent à mettre, non seulement ils payent leur voyage, 5 000 € la plupart du temps, et on leur fait passer par la Méditerranée. Donc, c'est les gens qui n'ont plus peur pratiquement de mourir. Donc, ce qui fait que le verdict qu'a sorti le gouvernement de Macky Sall
a été contesté par ces jeunes. Et pendant qu'on parle là, en ce moment, dans les rues de Thiès, au Sénégal, les gens sont dans la rue en train de dire à Macky Sall qu'on ne peut plus faire les choses comme avant et qu'il va falloir renoncer à cette histoire de troisième mandat qui est complètement illégale. Chensou, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette situation au Sénégal, notamment avec Macky Sall et Ousmane Sonko? À quoi cela renvoie-t-il? Macky Sall et Ousmane Sonko ne sont pas des amateurs de la politique. Ce sont quand même pour Macky Sall, c'est un géologue, et pour Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui a été formé à l'École nationale d'administration du Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il a un master, il a un 2A, etc. Il fait partie de ce qu'on appellerait l'élite intellectuelle, sait manier les idées, etc. Macky Sall, pareil. Il a quand même, au niveau de son diplôme, il a entamé des études qui sont des études pas n'importe lesquelles, puisque c'est la géophysique. C'est pas simple. Alors là où je veux en venir, c'est que ce sont tous les deux donc des hommes qui sont à se battre pour le pouvoir. C'est ce qu'on leur retient. Mais au-delà donc des ambitions personnelles, qu'est-ce qui se cache donc réellement derrière ça? Alors, il y a, comme tu l'as dit aussi, c'est que d'une certaine façon, il y a un écrivain qui a indiqué, Benjamin Constant, ce qu'on appellerait la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, les pays froids, il y a une démocratie, démocratie représentative, parlementaire, etc. Et à un moment donné, il s'est interrogé, il n'est pas le seul, sur comment est-ce que le peuple, à un moment donné, peut imposer à des minorités qui n'ont pas les mêmes aspirations, leur desiderata. Alors pour ça, il préconise, et pour d'autres aussi, c'est de mettre ce qu'on appellerait des contre-feux, des contre-pouvoirs. Des contre-pouvoirs, effectivement, au niveau institutionnel. On a en France le Conseil d'État, etc., qui permet de vérifier, de valider si ce qui a été prôné au niveau législatif ne laisse pas tel ou tel groupe de la société française. Ça, je parle uniquement donc de la société française. Là où on est en droit de se poser, c'est dans le cas donc du Sénégal, est-ce qu'on n'est pas sur la tyrannie d'un seul? C'est-à-dire que la Constitution est quand même un texte emblématique que l'on connaît très bien, puisque pour ceux qui sont dans la migration, qui sont en France, on cite beaucoup la Constitution qui permet de valider donc les projets de loi. Alors, la tyrannie d'un seul, est-ce que Macky Sall, lorsqu'il rejette d'un revers de main l'idée donc d'un texte emblématique, il montre effectivement qu'il n'y a que deux choses sur le continent africain. Soit effectivement il y a la doctrine de la guerre révolutionnaire qu'il a préconisée, des hommes qui sont parachutés au niveau donc à la tête donc des États, ou la dictature. Macky Sall, c'est un peu ça, la tyrannie du seul, c'est la dictature. Alors en la matière, il devient donc détenteur d'un pouvoir où il va décider seul. Il décide seul parce qu'il a goûté au pouvoir. Il estime que les autres n'en sont incapables, notamment Ousmane Sonko. Et donc, ça suppose que dans les pays du continent, ils sont pas capables, au niveau donc de la tête de l'État, de faire autre chose que de la dictature. Ce qui renvoie d'une certaine façon à une représentation qui perdure dans les inconscients, et notamment donc au niveau des sociétés occidentales, c'est que les sociétés des pays du continent sont des sociétés à l'agonie, puisqu'ils sont fondés sur le tribalisme, qui vont à l'encontre de l'histoire générale. Alors, moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'à un moment donné, puisqu'on le voit aujourd'hui, les populations sont une génération montante qui sont complètement connectées au monde par le biais donc de l'Internet. Ils sont capables aujourd'hui d'avoir et de dire que la dictature, ils en ont ras-le-bol de manger ça à la petite cuillère. Ils en ont ras-le-bol de manger ça à la petite cuillère. Ils ont des velléités donc
au niveau donc de leur société, de la manière de vivre, de la manière donc de voir l'avenir, autre chose que uniquement des technocrates qui sont à la tête de ce pays-là. Il faut savoir que le parti donc de Macky Sall est affilié donc à une organisation internationale qui permet effectivement de mettre en avant donc des idées libérales. Alors là où je suis en droit donc de m'interroger, c'est que va-t-il advenir si la guerre des égos entre Macky Sall, qui soi-disant entre guillemets aurait pris la fuite, et Ousmane Sonko, qui par la montée donc de la population, du peuple, on va dire le peuple, est soi-disant sorti des geôles. Alors, que va-t-il se passer? C'est ça la vraie question. Parce que de l'extérieur, il faut savoir qu'ils décident. Comme je vous l'ai dit, ça repose sur des représentations qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont une représentation des sociétés. Ce sont des sociétés qui sont des sociétés à l'agonie. Alors ça veut dire qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur avenir. Merci beaucoup, Hachetsout. Merci beaucoup, Thibaut. Bon, on va conclure ce podcast avec vos belles réflexions. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi notre podcast donc sur un sujet général qui concerne l'Afrique. On veut voir ce continent s'épanouir, mais les cicatrices, comme je disais tout à l'heure, du passé, le présent qui est encore chamboulé, et le futur qui va être prospère, j'en suis sûr, mais qui nécessite encore des beaux challenges. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique sera à tout jamais la dernière roue du carrosse. Comme on dit, les derniers seront les premiers. Et j'en suis sûr que ça va très très vite arriver. Comme tu as dit, la jeunesse elle est en train de pousser. Thibaut, merci beaucoup à toi. Hachetsout, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci Thomas, et à bientôt. Merci Thibaut. Merci beaucoup. À bientôt, et on se retrouve toujours bien sûr sur Goûter Panafricain. Bye bye. Voilà, on arrive au bout de la vidéo sur la néocolonisation. Merci à toi d'avoir regardé. Pense bien sûr à nous laisser tes commentaires, tes avis, ce que tu en as pensé du débat sous la vidéo. Regarde là, une nouvelle vidéo, c'est sur Malcolm X. Si tu ne connais pas ce personnage emblématique, on a décrypté son parcours et toutes les actions qu'il a fait pour les droits civiques. Donc ça se passe juste ici, on te laisse regarder. Et pense bien sûr à t'abonner et à nous laisser un like. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur Côté Panafricain.